Bonjour chers élèves, donc j'en profite de ces jours de repos obligé à cause de ce problème de Corona pour vous mettre à votre disposition un petit rappel sur la chute d'un solide dans un milieu visqueux. Je vais commencer par faire un petit rappel tout court, donc en énonçant les résultats essentiels qu'il faut connaître. Donc ensuite, je vais traiter un exemple d'application qui sera le baccalauréat 2012, option PC. Donc de quoi s'agit-il? Donc on vous donne en général un solide qui chute dans un milieu visqueux, un liquide par exemple, et le but c'est d'étudier le mouvement de ce solide. Donc en mécanique, toujours il y a des choses fondamentales qu'il faut savoir. Première chose, quel est le système étudié? Et c'est grâce en indiquant le système étudié, on va faire le bilan de forces qui agissent sur le solide. Donc ici, le système étudié, c'est le solide qui chute dans un fluide. Les forces, il y a bien sûr le poids. On verra les caractéristiques de chaque force. Ensuite, il y a la force de frottement qui est toujours opposé au mouvement. Donc ici, le mouvement c'est vers le bas, la force de frottement c'est vers le haut. Et enfin, la poussée d'Archimède qui est aussi toujours opposée au mouvement du corps. Donc on reviendra sur les caractéristiques de chaque force. Le poids. Donc le poids, chaque solide qui possède une masse, donc il faut absolument que la masse soit non nulle. Par exemple, quand on étudie un pendule simple, le fil par exemple qui relie la pendule, on vous dit de masse négligeable, donc il ne faut pas en tenir compte du poids. Donc chaque fois qu'un matériau possède une masse non nulle, il y a toujours cette force qui est la force de pesanteur ou bien le poids. Les caractéristiques du poids, le centre d'application c'est le centre de gravité du solide, la direction c'est la verticale, par rapport au sol, toujours la verticale par rapport à quoi? C'est par rapport au sol, voilà ici le sol, c'est en bleu. Ensuite, bien sûr, le sens c'est vers le bas et la norme c'est la masse multipliée par G, l'accélération de pesanteur. Donc juste une petite remarque, faire attention toujours sur l'axe sur lequel on va faire la projection de la deuxième loi de Newton. Donc souvent, soit on vous donne un axe dirigé vers le haut, et auquel cas, n'oubliez pas que la masse elle est opposée au vecteur unitaire de cet axe. Donc dans ce cas, P, ça sera moins mg fois k. Si l'axe est dirigé vers le bas, le poids, ça sera mg fois k. Concernant la force de frottement. Donc la force de frottement, par définition, c'est une force qui s'oppose toujours au mouvement. Donc vous voyez la direction du mouvement, et F, c'est toujours dans le sens opposé. Dans notre cas, le mouvement, c'est vers le bas. Donc, la force de frottement, ça sera vers le haut. Donc, voilà la définition de la force de frottement. Donc, c'est toujours opposé à la vitesse. Maintenant, dans le cas général, l'expression de la force de frottement, c'est une constante qui dépend du milieu, multipliée par la vitesse à la puissance n. Bon, vous voyez, c'est un paramètre n qui peut avoir soit la valeur 1, soit la valeur 2. Donc, dans le cas où vous avez un coulement qu'on appelle un coulement laminaire, c'est K fois V. Si un coulement turbulent, c'est K fois V au carré. Donc ici, n'oubliez pas, ça c'est le module. C'est le module de la force. Mais si on met le vecteur, il faut mettre ici un signe moins et la vitesse, mettre le vecteur sur la vitesse. Donc nous, c'est une force qui est opposée à la vitesse. Et enfin, la poussée d'Archimède. Donc, qu'est-ce que c'est que la poussée d'Archimède? Chaque corps solide, lorsqu'il est plongé dans un liquide, va subir une force qui est dirigée vers le haut. Donc, son poids apparent va devenir plus faible. À quoi est égale cette poussée d'Archimède? Donc, d'après le théorème d'Archimède, tout corps placé dans un liquide subit de la part de celui-ci une force verticale dirigée vers le haut. Donc c'est une force verticale dirigée vers le haut et de norme égale au poids du volume du fluide déplacé. Donc vous voyez, du volume du fluide déplacé. Ça veut dire quoi? Quand on va mettre ce solide dans ce liquide-là, bien sûr, le volume du liquide va augmenter. Il va augmenter exactement du volume
du solide. Donc ça, c'est exactement le volume du solide. Et la poussée d'Archimède, par définition, c'est le poids de ce liquide-là. Et le poids, bien sûr, c'est la masse fois la pesanteur. Donc, la poussée d'Archimède, c'est la masse du fluide déplacé. Et ce fluide déplacé est exactement égal au volume du corps qui est émergé dans le liquide. Donc, ce sera ρ du liquide fois le volume déplacé qui est égal au volume de la bille. Donc, la poussée d'Archimède, c'est la masse fois G. Mais attention, en vecteur, ça dépend si l'axe est orienté vers le haut ou vers le bas. Donc, c'est toujours opposé au mouvement. Donc, voilà, le mouvement, c'est vers le bas et la poussée d'Archimède, c'est vers le haut. Donc, voilà ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc, le volume, le poids du volume déplacé, le poids, bien sûr, c'est la masse fois la pesanteur. Et le volume, la masse déplacée, c'est ρ du liquide, la masse volumique fois le volume. Je rappelle, ρ, c'est la masse divisée par le volume. Donc, la masse, c'est ρ fois V. Et donc, la poussée d'Archimède, donc ça, c'est le module. Hein. N'oubliez pas, ça, c'est le module. Donc, voilà, la poussée d'Archimède. Maintenant, en mécanique, une fois qu'on a défini les forces qui agissent sur le solide, on va faire appel au deuxième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces est égale à m fois l'accélération. Je rappelle, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, la deuxième loi de Newton, la somme des forces ici, bien sûr, toujours indiquer le système étudié, c'est la bille. Les forces qui agissent, il y a le poids, il y a la force de frottement, et il y a la poussée d'Archimède. Maintenant, toujours faire attention aux deuxième loi de Newton. Une fois que vous l'avez écrit, on va essayer toujours de la projeter suivant un axe. Donc, est-ce que c'est plus ou moins? Ça dépend de la direction de l'axe suivant laquelle on va faire la projection. Ici, on va choisir un axe au Z vers le bas. Donc, voilà le vecteur, voilà le vecteur K. Donc, le vecteur de K est dirigé vers le bas. Donc, vous voyez, le poids est suivant le vecteur unitaire K. Par contre, la force de frottement et la poussée d'Archimède sont dans le sens opposé. Donc en projetant suivant l'axe orienté vers le bas, le poids c'est plus mg fois k, la force de frottement c'est moins lambda fois v ou bien k fois v, et la poussée d'Archimède c'est moins ρ fois le volume du liquide déplacé fois g, qui est le volume bien sûr du solide. Si le vecteur était orienté vers le haut, ici vous allez voir un signe moins, ici vous allez voir un signe plus et un signe plus. Mais attention, dans ce cas, l'accélération, vous allez voir un signe moins. Et A, c'est d de V sur d de t suivant K. Donc en remplaçant dans l'équation deuxième loi de Newton, vous allez avoir mg moins lambda fois V moins ρ fois V fois G suivant K est égal à m d de V sur d de t suivant K. Ça veut dire m fois G moins lambda fois V, moins ρ fois le volume. Donc ça, c'est le volume. Et petit v, c'est la vitesse. Faites attention. Donc ça, c'est la vitesse. Ça, c'est le volume. Hein. Là. Et ça, c'est la vitesse. D'accord? Maintenant, on va mettre tout ce qui est vitesse dans un côté. Donc d de v sur d de t, plus en divisant l'équation précédente par la masse, plus lambda sur m fois v est égal à une constante. Donc tout ça, c'est une constante. On va poser par exemple 1 moins ρ fois g, c'est alpha. Donc tout ça, c'est alpha. Donc est égal à alpha fois g. Et c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc c'est une équation de premier ordre que vous allez déterminer la solution en maths souvent. Donc ça, c'est la solution. On détermine la solution sans second membre. Ensuite, une solution particulière. On prend le cas où la vitesse est constante. Mais souvent, on vous donne la forme de la solution. Maintenant, si on vous demande de déterminer l'équation différentielle par z de t, c'est-à-dire l'abscisse du solide, donc, sachant que la vitesse, c'est la dérivée de z par rapport au temps, et l'accélération, c'est une dérivée seconde de z par rapport au temps. Donc je vais remplacer ici, vous allez avoir t carré de z par rapport au temps, plus lambda sur m, d de z sur d de t, est égal à une constante, ou bien z seconde, plus lambda sur m, z point, est égal à alpha fois g. Donc toujours première question, c'est déterminer l'équation différentielle vérifiée soit par la vitesse, soit par z. Bon, si on fait
une solution de cette équation différentielle, voilà ce qu'on va obtenir, la vitesse en fonction du temps. Vous allez voir deux régimes. Il y a ce qu'on appelle un régime transitoire, pendant lequel la vitesse va augmenter, et il y a un régime permanent où vous avez la vitesse est égale à une constante. Donc si le solide est lancé dans le liquide, la vitesse au départ va augmenter, ensuite il va tendre vers un mouvement uniforme. Et ce mouvement-là, il est caractérisé par ce qu'on appelle un temps de relaxation. C'est exactement la même définition du temps de relaxation que vous avez utilisé dans le circuit RL ou bien RC. Donc pour déterminer le temps de relaxation, il suffit de faire l'asymptote, la tangente à l'origine de la courbe qui est en vert et son intersection avec l'axe où V est égal à une constante, est égal à la vitesse limite. Vous faites la projection sur l'axe du temps et vous allez déterminer temps. Donc voilà le temps de relaxation. Bien. En même temps, on va s'intéresser à une caractéristique de ce mouvement, c'est ce qu'on appelle la vitesse limite. Donc c'est cette vitesse-là. Donc c'est la vitesse qui devient constante à la fin du mouvement. Autrement dit, la vitesse, il augmente, il va tendre vers une vitesse limite. Comment déterminer la valeur de cette vitesse limite? Donc vous voyez ici que la vitesse limite, c'est une constante. Or, si V est égal à une constante, sa dérivée, bien sûr, est égale à 0. Et donc, en remplaçant dans l'équation différentielle précédente, d de V sur d de t va être nul, et l'équation va devenir A plus B fois vitesse limite égale à 0. Donc, la vitesse limite, c'est moins A sur B. Pour déterminer les constantes A et B, donc je vous rappelle, les constantes A et B, A c'est alpha fois G, et B c'est lambda sur M. Donc, pour déterminer ces constantes, on utilise les conditions initiales. Donc à t égale à 0, vous avez l'accélération est égale à l'accélération à t égale à 0, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps à t égale à 0. Donc souvent on vous donne ces valeurs-là. Et comme on lâche souvent le solide sans vitesse initiale, donc ça veut dire V0 égale à 0. Donc on remplace dans cette équation différentielle-là V0 par 0 et vous voyez que A est égal à l'accélération à t égale à 0. Si à t égale à 0, la vitesse elle est nulle, l'accélération est égale à l'accélération initiale et bien sûr la constante A, donc ça sera A0, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps à t égale à 0. On pourra le déterminer soit graphiquement, soit ça va être donné dans le problème. Pour déterminer, donc voilà comment déterminer la constante A. Voilà, d'accord. Ensuite, voilà une méthode de résolution numérique qu'on appelle la méthode d'Euler. La méthode d'Euler vous permet de résoudre cette équation différentielle. Son principe est le suivant. Donc cette équation différentielle-là, qui s'écrit d de v sur d de t est égal à a moins b fois v, on peut l'écrire a à l'instant tn, qui est égal à la dérivée de la vitesse à l'instant tn par rapport au temps, c'est la constante a moins la constante b fois la vitesse à l'instant tn. Qu'est-ce que ça signifie cette équation? Donc cette équation nous permet, de connaissant la vitesse à l'instant tn, on peut déterminer directement l'accélération à l'instant tn. Donc voilà, souvent dans un tableau, on vous donne soit n, soit vn, et on vous dit de déterminer l'un ou l'autre. Donc cette équation, voilà, donc la méthode d'Euler, elle est basée sur deux équations. Cette équation-là, que je vais noter équation 1, qui permet de déterminer la vitesse ou l'accélération à un instant t donné, connaissant l'une, on peut déterminer l'autre. Et deuxième équation sur laquelle est basée la méthode d'Euler, c'est cette équation-là, c'est la dérivée par rapport au temps, par définition, la vitesse, l'accélération instantanée, c'est la vitesse à l'instant t plus 1, moins la vitesse à l'instant t, divisé par delta t. Autrement dit, Vn plus 1, bon, est égal à n, qui est ce terme-là, fois delta t plus V de n. Qu'est-ce que ça signifie cette équation? Donc ça signifie que si je connais le pas, je connais la vitesse à l'instant t et l'accélération à l'instant t, je vais déterminer la vitesse à l'instant t plus 1. Et vous voyez, on peut ainsi de suite déterminer toutes les grandeurs. Connaissant maintenant la vitesse à l'instant t plus 1, je reviens dans cette équation, je détermine l'accélération à l'instant t plus 1. Et si je connais l'accélération à l'instant t plus 1, je peux déterminer la vitesse à l'instant t plus 2 et ainsi de suite. Donc voilà le principe de la méthode d'Euler. Donc cette équation vous permet
connaissant la vitesse et l'accélération à l'instant t, de déterminer l'accélération à l'instant t plus 1. Et celle-là, connaissant l'accélération à l'instant t plus 1, nous permet de déterminer la vitesse, connaissant la vitesse à l'instant t plus 1, nous permet de déterminer l'accélération à l'instant t plus 1. Et ainsi de suite, on peut déterminer l'accélération et la vitesse à tout instant. Donc on verra une application numérique tout à l'heure quand on va traiter l'exemple du baccalauréat 2012. Voilà, on y sent maintenant. Donc là, on va traiter le bac 2012. Donc je vous laisse lire les noms tranquillement. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une bille qu'on va lancer sans vitesse initiale. Voilà les paramètres importants à mon avis dans l'exercice sur lesquels il faut s'aligner. Donc la vitesse initiale, elle est nulle. Et ensuite, le centre de gravité repère par l'axe orienté. Donc là, il faut faire attention vers le bas. Voilà les points les plus importants. Donc vitesse initiale nulle, au Z orienté vers le bas. Ensuite, quelles sont les forces? On vous dit il y a la poussée d'Archimède est non négligeable. Donc il faut en tenir compte de la poussée d'Archimède devant les autres forces appliquées sur la bille. Et la force de frottement, c'est moins K fois V. Donc si c'est indice G. On redonne le rayon de la bille et la masse de la bille. Et on rappelle, bon ça c'est des choses que vous connaissez maintenant, le module de la poussée d'Archimède c'est égal au module du poids du liquide déplacé. Je viens de l'expliquer tout à l'heure. Première question, c'est déterminer l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Ensuite, on vous donne la solution. Donc, c'est exactement la même question que dans le circuit RCRL. On vous donne la forme de la solution. On vous dit de vérifier que cette équation est solution si et seulement si, ici la constante de temps est égale à 1 sur tau. Ensuite, déterminer l'expression de la vitesse limite. Et à partir d'une courbe graphique, on va déterminer la vitesse limite et tau. Graphiquement. Donc, voilà la courbe. Maintenant, à partir de la vitesse limite, on vous dit de déterminer le coefficient K. À partir du coefficient K, on va vous demander de déterminer le coefficient de viscosité du liquide. Ensuite, on vous donne la force différentielle de la vitesse, de l'équation différentielle de la vitesse, et un tableau. Et en utilisant la méthode d'Euler, vous voyez ici, on vous donne la vitesse et on vous demande de déterminer l'accélération. Et connaissant la vitesse et l'accélération à l'instant t-1, on va déterminer la vitesse à l'instant t plus 2 en utilisant les deux équations que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc allons-y donc pour la solution. Donc toujours en mécanique, et ça j'insiste beaucoup, il faut préciser le système étudié, c'est très important. Donc le système étudié, c'est la bille d'acier en chute dans un solide. Ça vous permet de préciser les forces. Donc il y a le poids, il y a la force d'Archimède et il y a la force de frottement. Donc ils sont précisés ici, le poids c'est vers le bas, les deux forces bien sûr, elles sont opposées en mouvement et l'axe Z c'est vers le bas, hein? C'est très important. Maintenant, toujours pour l'équation différentielle, il ne faut pas hésiter, c'est la deuxième loi de Newton qu'il faut projeter sur l'axe OZ dirigé vers le bas. Donc voilà. Ça, c'est la masse, c'est bien sûr plus m fois g. La vitesse, c'est moins k fois v, c'est opposé à la vitesse. Et la force de frottement, bien sûr, il est suivant moins k, donc c'est pourquoi le signe moins. Et m fois a, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc on va diviser par m, ensuite mettre tout ce qui est vitesse d'un côté et tout ce qui est constant de l'autre. Et on obtient l'équation différentielle de la vitesse qui est d2v sur d2t. Donc par analogie avec la forme, ça c'est celle donnée dans l'énoncé. Par analogie avec cette équation là, vous voyez que la constante a c'est k sur m et la constante b c'est tout ce terme là. Donc vous voyez que a est égal à k sur m et b est égal à g moins ρ fois v fois g sur m. Maintenant on vous donne la forme de la solution et on vous dit de vérifier que ça est solution et dans quelles conditions. Donc pour vérifier, il suffit de calculer la dérivée de ce terme-là par rapport au temps. Donc ça c'est une constante, sa dérivée est nulle. La vitesse de l'exponentielle moins t sur tau, c'est moins 1 sur tau, mais avec un signe moins, ça devient plus, multiplié par, n'oubliez pas cette constante. En remplaçant dans l'équation différentielle qui est donnée par d2v plus a, donc en remplaçant d2v sur d2t par sa valeur, la vitesse par sa valeur, donc là, v fois a, ça devient b facteur 2, est égal à b. Ensuite,
en mettant exponentielle en facteur. C'est comme le circuit RL, RC, toujours mettre exponentielle en facteur, un terme plus le reste. Mais là, vous voyez que plus B égale à B, donc ça veut dire ce terme égale à 0. Et ceci ne peut être nul que si ce terme, entre parenthèses, ce terme il est nul. Tout ce terme il est nul. Donc ça veut dire tout simplement A est égal à 1 sur 2. Donc ça veut dire ça est solution si et seulement si B égale 1 sur 2. Maintenant, quelle est l'expression de la vitesse limite? Bon, la vitesse limite par définition, c'est la vitesse lorsque t tend vers l'infini. Or, si vous tendez t vers l'infini ici, l'exponentielle moins l'infini c'est 0. Et bien sûr, la vitesse limite, c'est tout simplement B sur A. Maintenant, on va essayer de déterminer graphiquement la vitesse limite. Donc, on a dit la vitesse limite, c'est lorsque la vitesse est égale à une constante, c'est ici. Donc, il suffit de projeter sur l'axe des Y, voilà ce terme, voilà la vitesse limite, c'est cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est combien? Vous avez ici 1,2, 1,3, 1,4, donc ce sera 1,5 mètres par seconde. Quelle est la constante du temps? Donc, on fait la tangente, c'est déjà tracé dans l'énoncé. Donc, vous faites juste l'intersection par rapport à l'axe Y égale à la vitesse limite. Donc, c'est ce point-là. Vous faites la projection sur l'axe du temps. Et la constante du temps, c'est bien 0,2 secondes. Maintenant, à partir de ces données expérimentales, on va essayer de remonter pour déterminer quelques grandeurs physiques comme la constante K qui intervient dans la force de frottement et la viscosité du liquide. Donc, pour déterminer la valeur de K, il suffit de se rappeler que A est égal à K sur M et que A, on vient de le montrer, c'est 1 sur τ. Donc, τ, c'est déterminé graphiquement, c'est 0,2 secondes. Donc, je peux déterminer la constante A qui est égale à 1 sur 0,2 secondes moins 1. La masse, elle est donnée de l'énoncé, c'est 4 10 moins 3 kg. Donc, en remplaçant, on trouve 2,5 10 moins 2 kg par seconde. Connaissant K, on peut déterminer bien sûr le coefficient de viscosité par la relation. Donc, on vous donne dans l'énoncé K est égal à 6 eta fois pi fois r. Donc, ça, c'est le coefficient de viscosité. On l'appelle eta. Donc, là, connaissant K, ça, c'est une formule qu'on a déjà donnée dans l'énoncé. Il suffit de remplacer et ça vous donne 0,18 dans le système international. Donc, c'est pas la peine de mettre l'unité. Il suffit de mettre R en mètres, bien sûr. Et K, c'est déjà en système international, c'est kilogrammes par seconde. Donc, vous avez le coefficient de viscosité. Bien, pardon, là, on continue. Maintenant, on va utiliser la méthode d'Euler pour déterminer les paramètres A1 et V2. Donc, ceux qui n'ont pas encore compris la méthode d'Euler, voilà le principe. Donc, cette équation-là vous permet de quoi? De déterminer la vitesse à un instant t, connaissant l'accélération à un instant t. Donc, c'est celle qu'on va utiliser pour déterminer A2. Donc, je connais A2 à l'instant. Bon, ça, c'est l'instant T0, T0, T1, T2. Donc, la vitesse, l'accélération à l'instant T1, il suffit de remplacer V par V1 dans cette équation-là. Et vous avez directement l'accélération. Donc, voilà, je remplace 7,5 moins 5 multiplié par 0,25. Et ça vous donne A1 égale à 6,32 mètres par seconde. Donc, cette équation est utile pour déterminer l'accélération ou la vitesse connaissant l'une à l'instant t. On va déterminer l'accélération ou la vitesse au même instant. Maintenant, on connaît l'accélération à l'instant t1, la vitesse à l'instant t1, on va déterminer la vitesse à l'instant t2. Et là, plutôt, on va utiliser l'autre relation qui est Vn plus 1 est égal à An moins 1 delta t plus Vn moins 1. Donc ça vous permet de déterminer la vitesse à l'instant t plus 1, connaissant l'accélération et la vitesse à l'instant t. On connaît A1, on connaît V1, on connaît le paramètre delta t, on va le déterminer ici, c'est de là à là. Donc on passe de 0 jusqu'à 33, donc delta t c'est 0,033. Vous voyez ici c'est la même chose. Si j'ajoute 0,033 à 0,033, on obtient 0,066. Donc le pas c'est 0,033. Donc vous remplacez et vous déterminez V2. Donc voilà pour ce première vidéo sur la partie mécanique. Donc j'attends vos réactions, essayez de partager la vidéo. Donc bientôt je vais traiter une autre vidéo sur la chute parabolique. Donc,
Donc à très bientôt. Au revoir.